Heureux de vous retrouver sur cette chaîne Smart SVT dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer la correction détaillée de l'examen national de 2022, option PC, partie 1, restitution des connaissances, qui concerne l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie, c'est-à-dire l'ATP et le muscle. La vidéo pourrait intéresser les élèves de la deuxième année PC, les élèves de la deuxième année SVT, mais aussi toute personne qui s'intéresse au SVT, tels que les candidats au concours. Les objectifs de cette vidéo, c'est apprendre à répondre aux questions de la partie 1 de l'examen national et des contrôles continus, la partie qu'on appelle restitution des connaissances. Voici la partie 1, restitution des connaissances tout entières pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et commençons tout de suite par la première question. Partie grand 1, répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Question numéro 1, définissez chaîne respiratoire, rendement énergétique. Alors on va oublier le rendement énergétique, on va oublier la deuxième question et on va s'intéresser uniquement à la chaîne respiratoire. Comment on peut définir la chaîne respiratoire? Voici un document qui va nous aider à dégager la définition de la chaîne respiratoire. D'abord, de quoi on parle? C'est un ensemble de molécules jouant le rôle de transporteur d'électrons. La molécule C1, C2, Q, C3, C et C4. Et là, je voudrais corriger une erreur qu'on entend assez souvent, c'est que la chaîne respiratoire est un ensemble de transporteurs protéiques, de nature protéique, pas toutes. Il y a une exception, Q n'est pas une protéine, alors que les autres molécules, oui, ce sont des protéines. Deuxièmement, où se trouvent ces protéines? C'est au niveau de la membrane mitochondriale interne et non pas externe. Troisièmement, qu'est-ce qu'elle fait cette chaîne respiratoire ou bien ces molécules? D'abord, elles oxydent NADH+ et FADH2. Deuxièmement, elles vont transférer les électrons depuis NADH+ et FADH2 jusqu'à l'oxygène qui sera réduit en H2O. Et troisièmement, elles vont pomper les protons H+ de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Et donc l'objectif, ou bien le but, ou bien l'intérêt de cette chaîne respiratoire, c'est de créer ce qu'on appelle un gradient de protons. Et qui dit gradient de protons, dit une forme d'énergie. Là aussi, je voudrais corriger une autre erreur qu'on entend assez souvent, c'est que la sphère pédonculée fait partie de la chaîne respiratoire. Eh bien non, la sphère pédonculée ne fait pas partie de la chaîne respiratoire. Elle appartient à la phosphorylation oxydative. Alors j'invite ceux qui voudraient plus de détails à voir cette vidéo dans laquelle j'avais discuté la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Et donc on peut définir la chaîne respiratoire comme suit. La chaîne respiratoire est un ensemble de transporteurs des électrons situés dans la membrane mitochondriale interne qui réoxyde NADH+ et FADH2 puis transporte les électrons jusqu'à l'oxygène qui est réduit en H2O. L'intérêt de la chaîne respiratoire est de créer un gradient de protons en pompant les protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Deuxième définition demandée, rendement énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un rendement énergétique? Voyons d'abord le rendement énergétique de la respiration cellulaire. Vous savez très bien que le glucose contient une énergie chimique. Au cours de la respiration et en présence de l'oxygène, le glucose sera complètement oxydé en CO2 alors que l'oxygène est réduit en H2O. Et au cours de cette oxydation, la cellule va produire 38 ATP ou bien 36 ATP selon les cellules. Si on considère que cette énergie totale du glucose est 100%, 38 ATP lui correspond à environ 40%. Alors, où sont les 60%? Sachant que le CO2 et H2O sont des molécules minérales qui ne contiennent pas d'énergie. Rappelez-vous qu'on avait dit que 60% est perdu sous forme de chaleur. Alors, pour ceux qui disent
comment vous avez calculé 40%, etc. Vous pouvez voir cette vidéo où on a discuté en détail comment calculer le rendement énergétique. Maintenant, voyons la fermentation. Et on va prendre par exemple la fermentation lactique. Vous savez très bien que le glucose sera transformé en deux molécules d'acide lactique, avec formation de deux molécules d'ATP uniquement. Alors toujours, l'énergie totale du glucose c'est 100%, les deux ATP représentent uniquement 2,1% environ. Alors où sont les restes? Alors il y a une énergie chimique dans l'acide lactique qu'on pourrait évaluer à peu près 96%, et ce qui reste est perdu sous forme de chaleur, à peu près 1,8%. Donc dans le cas de la respiration cellulaire, le rendement énergétique c'est 40%. Dans le cas de la fermentation lactique, ou bien la fermentation en général, lactique ou alcoolique, c'est 2,1%. Et donc on peut répondre à notre définition comme suit. Le rendement énergétique en pourcent est le pourcentage d'énergie utilisée par la cellule sous forme d'ATP par rapport à l'énergie totale contenue dans une mole de glucose. Attention, ne pas confondre le rendement énergétique et le bilan énergétique. Le bilan énergétique est le nombre de moles d'ATP produites pour chaque mole de glucose consommé. 38 ATP ou bien 36 dans le cas de la respiration cellulaire et uniquement 2 ATP dans le cas de la fermentation, qu'elle soit alcoolique ou lactique. Deuxième question, citez deux voies métaboliques de régénération de l'ATP dans la cellule musculaire et donnez l'équation globale de chacune d'elles. Un point. Alors, si vous n'avez pas oublié votre cours sur le muscle, vous savez très bien que la cellule musculaire peut régénérer l'ATP à partir de la phosphocréatine. Donc, petite molécule, PCR, qui va réagir avec l'ADP, l'adénosine diphosphate, pour donner la créatine et l'ATP. Cette réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle la créatine kinase. Donc la réaction n'a pas besoin d'oxygène, elle a lieu dans le hyaloplasme ou le cytosol de la cellule musculaire et fait partie de ce qu'on appelle la voie anaérobie alactique ou bien la fermentation alactique. Alors cette voie comprend une deuxième réaction dans laquelle deux molécules d'ADP, d'adénosine diphosphate, vont réagir pour donner l'une l'adénosine monophosphate et l'autre l'ATP, l'adénosine triphosphate. Cette réaction est catalysée par l'enzyme appelée myokinase. Une troisième voie, vous la connaissez très bien, c'est la fermentation lactique, dans laquelle le glucose va être oxydé incomplètement pour donner deux acides lactiques et la cellule va pouvoir produire deux molécules d'ATP. Et enfin, la quatrième et dernière voie, c'est la respiration cellulaire, dans laquelle le glucose va être oxydé complètement en présence d'oxygène avec formation de 36 molécules d'ATP ou bien 38. Deuxième partie, ou bien grand 2, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte parmi les A, B, C et D. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples 1, 2, 3, 4 et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Là, c'est 2 points. Alors, commençons avec la donnée numéro 1 dans la mitochondrie. 1. Dans la mitochondrie, petit a. La sphère pédonculée transporte H+ vers l'espace intermembranaire. Et là, je rappelle que la sphère pédonculée est appelée également ATP synthase. Petit b, la sphère pédonculée est responsable de la phosphorylation de l'ADP. Petit c, la membrane externe contient des protéines qui transportent les électrons vers le dioxygène. Et enfin, petit d, la membrane externe contient des enzymes d'oxydoréduction. Alors, voici un aperçu de la phosphorylation oxydative avec la chaîne respiratoire et la sphère pédonculée. Et on voit que la chaîne respiratoire comporte plusieurs molécules, C1, C2 jusqu'à C4, qui transportent effectivement les électrons vers le dioxygène, ou bien O2. Mais ces molécules sont situées au niveau de la membrane mitochondriale interne et non pas externe. Donc déjà, on peut éliminer la proposition D, où est écrit la membrane externe contient des enzymes d'oxydoréduction. De même, on peut éliminer la proposition C,
où on nous dit que la membrane externe contient des protéines qui transportent les électrons vers le dioxygène. Deuxième chose, on voit que la sphère pédonculée transporte les H+, les protons, de l'espace intermembranaire vers la matrice. Alors que dans la proposition petit a, on a la sphère pédonculée transporte H+ vers l'espace intermembranaire, ce qui est faux. Donc on va éliminer petit a. Enfin, on voit que la sphère pédonculée effectue la phosphorylation de l'ADP en ATP. Et donc la bonne réponse, c'est petit b. Passons maintenant à la deuxième affirmation. La réduction de NAD+ en NADHH+ se fait au cours petit a de la glycolyse et du cycle de Krebs, petit b de la glycolyse et des réactions de la chaîne respiratoire, petit c du cycle de Krebs et des réactions de la chaîne respiratoire, et petit d des réactions de la chaîne respiratoire et de la phosphorylation de l'ADP. Commençons avec la première étape, qui est la glycolyse au niveau du cytosol ou du hyaloplasme. Là, effectivement, on voit qu'il y a réduction de 2 NAD+ en 2 NADHH+, au cours de la transformation du glucose en 2 acides pyruviques. Deuxième étape, le cycle de Krebs au niveau de la matrice mitochondriale. Là aussi, on voit qu'il y a réduction de 3 NAD+ en 3 NADHH+. Enfin, la troisième et dernière étape au niveau de la membrane mitochondriale interne, où il y a la chaîne respiratoire. Là, par contre, on voit qu'il y a réoxydation de NADHH+ en NAD+. Et donc, toutes les propositions où il y a la chaîne respiratoire, on va les éliminer tout simplement. Et donc, la seule proposition correcte, c'est petit a, la glycolyse et le cycle de Krebs. Passons à la troisième donnée. L'ultrastructure du sarcomère montre que petit a, la bande sombre est limitée par 2 stries Z, petit b, la bande sombre est limitée par 2 bandes H, petit c, le sarcomère est limité par 2 stries Z, et enfin petit d, le sarcomère est limité par 2 bandes H. Alors rappelons l'ultrastructure du sarcomère. On sait très bien que le sarcomère s'étend d'une strie Z jusqu'à la strie Z suivante. Il comprend donc une demi-bande claire, une bande sombre et une deuxième demi-bande claire. Et au centre de la bande sombre, on trouve la zone H ou bien la bande H. Et vous voyez bien que la bande sombre n'est pas limitée par 2 stries Z. Elle n'est pas non plus limitée par 2 bandes H. De même, le sarcomère n'est pas limité par 2 bandes H. Par contre, il est limité par 2 stries Z. Donc, il faut choisir C comme bonne réponse. On arrive à la quatrième et dernière donnée. Les filaments fins de la myofibrille sont formés. Petit a, d'actine, de myosine et de troponine. Petit b, d'actine, de myosine et de tropomyosine. Petit c, d'actine, de troponine et de tropomyosine. Et petit d, de myosine, de troponine et de tropomyosine. Alors, rappelons rapidement la composition du myofilament fin, ou bien ce qu'on appelle le myofilament d'actine. D'abord, il comporte des protéines qu'on appelle l'actine, une deuxième protéine qu'on appelle la tropomyosine, et enfin une troisième protéine qu'on appelle la troponine. Et donc, toutes les propositions qui comportent la myosine, il faut les éliminer. Donc, petit a, petit b et petit d. Donc, la bonne réponse, c'est encore une fois la C. Troisième et dernière partie, recopiez sur votre feuille de rédaction les couples 1, 2, 3, 4 et adressez à chacun des 4 numéros de l'ensemble 1 la lettre qui lui correspond parmi les 5 actions proposées de l'ensemble 2. La question est sur un point. Remarquez d'abord que l'ensemble 1 comporte 4 éléments chimiques, alors que l'ensemble 2 comporte 5 actions. Ça veut dire qu'il y a un intrus, c'est-à-dire il y a une action dans l'ensemble 2 à laquelle ne correspond aucun élément chimique de l'ensemble 1. Alors commençons par le premier élément chimique, le dioxygène. On sait que dans la chaîne respiratoire, l'oxygène est la dernière molécule qui reçoit les électrons et il va être réduite en H2O. Et donc l'oxygène joue le rôle
d'accepteur final des électrons. Donc 1 lui correspond C. Deuxième élément chimique, Ca2+, les ions calcium. Au niveau des myofilaments fins, on voit que le calcium ne se fixe que sur la troponine. Et donc Ca2+, 2 lui correspond petit a, se fixe sur la troponine. Troisième élément chimique, NADHH+, on sait qu'il est oxydé pour donner NAD+, 2 électrons et 2 protons. Ça veut dire que c'est un transporteur d'hydrogène ou bien transporteur d'électrons et de protons. Donc 3 lui correspond petit e. Enfin l'ATP. Alors si on se rappelle le mécanisme moléculaire de la contraction musculaire, pour que la tête de myosine se détache de l'actine, il faut qu'une molécule d'ATP vienne se fixer sur la tête de myosine. Et donc 4 lui correspond petit b. Donc l'intrus dans l'ensemble 2, c'est petit d hydrolyse l'ATP. Et on peut par conséquent répondre à notre question comme suite. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, soit par l'abonnement, soit par des likes, soit par des commentaires. Grâce à vous, on trouve l'énergie pour continuer.